monsieur. Bonsoir, chers amis. Une fois de plus, nous vous remercions pour votre patience. Et comme nous vous l'avons promis la dernière fois, les conseils du groupe d'ici immobilier ainsi que de ses co-prévenus, vous avez promis un communiqué de presse. Et c'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons cet après-midi dans un lieu pour ce communiqué de presse. Je suis Maître Koulibaly Herman, avec mon confrère Maître Quadio Boitenin Serge, qui vous lira le communiqué de presse que nous avons préparé. Et par la suite, selon notre inspiration, nous vous permettrons une ou deux questions. Sur ce, je laisse la parole à mon éminent confrère, Maître Quadio. Ok, merci beaucoup, merci chers confrères. Nous nous retrouvons pour vous donner quelques informations relativement à ce dossier qui, depuis un moment, fait couler beaucoup de salive et d'encre, tant au plan national qu'au plan international. Et donc, vous le savez, depuis le 1er août 2022, Monsieur le procureur de la République a donné une conférence de presse relativement à cette affaire dans laquelle le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau, le tribunal correctionnel à pôle économique, a rendu une décision depuis le 28 juillet 2022. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour vous donner la position des conseils de la société d'ici immobilier et de ses co-prévenus. Alors, dans le collectif des avocats de M. Amon Kofi Julien et de la société d'ici immobilier a suivi avec un intérêt particulier la conférence de presse donnée par M. Angonon Richard, substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau, le lundi 1er août 2022 au siège du pôle pénal économique et financier. Au cours de cette conférence de presse, le représentant du parquet a tenté de justifier l'injustifiable, à savoir la décision rendue le 28 juillet 2022 par la première chambre de jugement du pôle pénal économique et financier. Pour nous, la procédure correctionnelle étant toujours en cours, appel du dit jugement correctionnel ayant été relevé le 2 août 2022, nous nous réserverons sur certains points de droit qui feront l'objet de débats en appel. Cependant, nous, Conseil des prévenus, voudrions éclairer l'opinion nationale et internationale sur certains éléments de ce dossier qui vont en contradiction avec les propos tenus par le représentant du parquet lors de sa conférence de presse. De quoi s'agit-il? Monsieur Tebili Digbe Michel, qualifié d'imprimeur sans niveau par le parquet au cours d'un voyage à Dubaï, a fait la connaissance de personnes qui lui ont donné l'adresse d'une structure à même de financer des projets en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Ainsi naissent les relations d'affaires. Quelques années plus tard, à l'imprimerie où il exerce, ce dernier fait la rencontre de M. Kofi Amon Julien, docteur en architecture, porteur de divers projets immobiliers, dont le projet de construction de 4 513 logements. C'est ainsi que M. Tebili Digbe Michel et M. Kofi Amon Julien échangent, et le docteur Kofi lui fait savoir qu'il est à la recherche de financement pour ses projets. C'est ainsi que M. Tebili Michel rentre en contact avec les financiers dont il avait les références et contacts, qui se sont montrés ouverts à toute discussion. Alors, les éléments entrant dans la constitution d'un dossier de demande de financement, bien que rédigés par le docteur Kofi Amon Julien, ont été transmis par M. Tebili Digbe Michel aux financiers. M. Tebili Digbe Michel devint alors l'intermédiaire entre le docteur Kofi Amon Julien et les financiers pendant une certaine période. Les financiers ayant donné leur accord, le docteur Kofi Amon Julien, pour sécuriser le financement envisagé, prend attache avec un notaire de la place en la personne de Maître
Assalé Tano Jean-Marie. Il a alors été convenu que le transfert de fonds en faveur de DC Immobilier, la structure à financer, se ferait via le compte bancaire du notaire ouvert dans les livres de la Société ivoirienne de banque, dite CIB. Le notaire ayant été informé que le premier transfert de la somme de 30 millions d'euros a été effectué sur son compte logé dans les livres de la Société ivoirienne de banque le 26 mai 2020, il a adressé un courrier à cette dernière, lequel courrier est resté sans suite. C'est alors que Maître Assalé Tano Jean-Marie, sur invitation de la CIB, accompagné pour l'occasion de messieurs Kofi Amon Julien, Amoussou Bédon, Raoul Honoré et Tébili Digbe Michel, se sont rendus à la Société ivoirienne de banque avec le document justificatif du virement. À leur grande surprise, ils ont été invités à se rendre au bureau de l'inspecteur général de la dite banque qui leur a demandé, sous menace, de renoncer au bénéfice de leur SWIFT. Ayant refusé cette proposition indécente et après les avoir maintenus dans un bureau sous bonne garde, a fait appel à la police économique qui est venue immédiatement les arrêter. Après 3 jours de garde à vue, il s'en est suivi leur déferment au parquet d'Abidjan Plateau le 19 décembre 2020. Et une information judiciaire a été ouverte à leur encontre, suivie de leur placement sous mandat de dépôt à cette même date. Il n'est pas surabondant de rappeler que c'est 2 jours après leur interpellation par la police économique que la Société ivoirienne de banque a déposé une plainte formelle pour justifier la dite procédure. Tel est le début de cette affaire rocambolesque initiée par la CIB. Les 3 premiers cités ont bénéficié d'une mise en liberté provisoire au bout de 14 jours de détention à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, Maka, soit le 31 décembre 2020, tandis que M. Tébili Digbe Michel reste détenu jusqu'à ce jour. Au cours d'une des audiences, la CIB, pour soutenir sa plainte, a produit des documents tronqués qui devaient, selon elle, démontrer la culpabilité de nos clients. À la suite de cette production de ces documents, le tribunal, estimant avoir besoin d'un supplément d'information, a commis un expert judiciaire par ordonnance numéro 01/2022 en date du 3 juin 2022. Le bureau Afrique d'expertise judiciaire et d'investigation a été désigné en sa qualité d'expert judiciaire avec les missions suivantes. Premièrement, entendre la société Forex Capital Market Limited sur la réalité de ses relations d'affaires avec la société DC Immobilier. Deuxièmement, vérifier auprès de celle-ci l'effectivité et le cas échéant des raisons du transfert de la somme de 30 millions d'euros qu'elle aurait effectué sur le compte de Maître Assalé Tano Jean-Marie, logé dans les livres de la Société ivoirienne des banques dite CIB. Vérifier si la Société ivoirienne des banques dite CIB a reçu un virement de la somme de 30 millions d'euros pour le compte de l'un des mis en cause pour la période litigieuse, de même que le motif du dit virement. Quatrièmement, le cas échéant, dire si la transaction attendue a connu une entrave et les causes de cette entrave. Et cinquièmement, vérifier l'authenticité et la régularité du SWIFT transmis à la banque par Maître Assalé Tano Jean-Marie pour attester de la réalité du virement par lui attendu. L'expert ayant terminé sa mission, les parties ont été invitées à se faire remettre copie du rapport par le greffe du tribunal d'Abidjan Plateau. À l'audience du jeudi 21 juillet 2022, curieusement, la cellule nationale de traitement des informations financières de Côte d'Ivoire, dite CENTIF, et l'Association des professionnels des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, dite APBFCI, ont été invités à faire des observations sur ce SWIFT, nonobstant l'expertise judiciaire ordonnée. C'est après le dépôt de ces observations que le tribunal a décidé que le dossier serait retenu ce jour, malgré la demande de renvoi des avocats qui venaient de recevoir copie des dites observations. C'est in situ que les avocats ont dû prendre connaissance de ces observations afin d'être prêts pour leur plaidoirie et observation orale. C'est finalement aux alentours de 19 h
que l'audience a débuté pour finir vers 22h30 le jeudi 21 juillet 2022 et le dossier a été mis en délibéré le jeudi 28 juillet 2022 pour décision être rendue. C'est ainsi que, vidant sa saisine, le tribunal a condamné M. Kofi Amon Julien à 3 ans de prison et 1 million de francs d'amende pour les faits d'usage de faux en écriture privée de commerce et de banque et des tentatives d'escroquerie. Quant à M. Tebili Digbe Michel, il a écopé de 5 années de prison, 2 millions de francs à titre d'amende et pour les faits de faux et usage de faux en écriture privée de commerce et de banque et tentative d'escroquerie portant sur la somme de 19 678 710 000 francs CFA. Un mandat d'arrêt a été décerné à l'encontre de M. Kofi Amon Julien. Quant à Maître Assalé Tano, celui-ci a été déclaré non coupable des faits. Suite à cette décision, le parquet a cru bon, par l'entremise de son substitut, de faire une conférence de presse le lundi 1er août 2022, dans laquelle celui-ci présentait nos clients comme des escrocs et se faisait le porte-voix de la cible. Selon lui, les propos tenus par M. Kofi Amon Julien dans une vidéo où il prenait l'opinion nationale et internationale à témoin sur les conclusions de l'expert mandaté par le tribunal seraient de nature à ternir l'image de la cible et de la BCEAO. Le présent communiqué vient pour clarifier certains points évoqués par le substitut du procureur dans sa conférence de presse. Avant tout propos, il convient de recadrer le débat, car tout le dossier porte sur l'authenticité ou non du SWIFT. L'on ne saurait poursuivre les propos sans définir le SWIFT, son rôle et son fonctionnement. Le code SWIFT correspond au numéro d'identification d'une banque sur le plan international. Il permet d'identifier le pays, la banque et la filiale où un compte est enregistré. Composé de 8 à 11 chiffres, le numéro SWIFT correspond au code BIC indiqué sur le relevé d'identité bancaire. Les 4 premiers caractères correspondent au code de la banque, les 2 suivants au code du pays et les 2 derniers au code du lieu. C'est une messagerie interbancaire utilisée par la majorité des banques dans le monde pour les transactions financières internationales. Ce message est généré automatiquement lorsque vous effectuez un virement international. C'est grâce à ce message que le paiement est effectué par la banque du bénéficiaire. Dans notre cas d'espèce, il y a non seulement un code SWIFT, mais également un code QR contenant toutes les informations relatives au SWIFT. Selon le procureur, ce SWIFT aurait été vérifié par la cible, laquelle vérification aurait révélé des anomalies sur le document bancaire, notamment le numéro de compte, identifiant international de la banque code BIC et l'adresse utilisée sur le SWIFT. Sur ce point, il faut noter que le procureur a fondé son argumentation sur un mail daté du 17 mars 2022, dont l'expéditeur n'est rien d'autre qu'un agent de Attijari Wafa du nom de Bruce Sophia. Or, nous savons tous que Attijari Wafa est un groupe auquel appartient la banque cible. Quelle réponse pourrait-il donner si ce n'est de protéger sa filiale ivoirienne? À aucun moment, la Barclays Bank ne s'est prononcée sur la requête de la cible puisque le code SWIFT transmis par la cible à la Barclays Bank avait été manipulé. En effet, la dernière lettre H du SWIFT a été transformée en chiffre 8. L'expert fait remarquer cela à la page 21 de son rapport. Que le code et le numéro de compte transmis par la cible sont soit erronés, soit inexistants, ce qui a inéluctablement induit en erreur la Barclays Bank qui naturellement a conclu que le SWIFT était irrégulier.
Telle a été l'attitude peu recommandable de la cible dans cette affaire. S'agissant de la saisine de l'Association des banques et de la cellule nationale de traitement des informations financières de Côte d'Ivoire, dont a fait cas le procureur pour soutenir son développement, cette saisine nous surprend dans la mesure où l'expert commis avant avait tous les pouvoirs au travers de l'ordonnance de nomination d'experts du 25 mai 2022, notamment dans la 3e mission. Mieux, il revenait au magistrat instructeur, au cours de l'information judiciaire, de saisir ces institutions ou à tout le moins, le parquet de solliciter l'appui des dites institutions pour la manifestation de la vérité. Malheureusement, rien n'y fit jusqu'à la nomination de l'expert. Dans sa narration des faits, le procureur fait noter que les 3 rapports scientifiques, APBF, experts judiciaires, auraient abouti à la même conclusion, c'est-à-dire la fausseté du shift. Il faut noter que l'APBF n'est ni plus ni moins qu'un syndicat des banques et à ce titre ne pouvait conclure qu'en faveur de son membre qui est la cible. Nous demandons à monsieur le procureur de bien vouloir relire le rapport d'expertise, notamment en sa conclusion générale à la page 31 au point 7 et 8. Au point 7 du rapport de l'expert, celui-ci conclut en ces termes. Les éléments constitutifs d'un shift authentique sont réunis dans le document shift B, c'est-à-dire le shift produit par nos clients, ce qui confirme sans aucun doute, l'authenticité du shift émis par la Barclays Bank. Le décryptage du code QR par l'expert donne des informations identiques au contenu du shift original envoyé par la Barclays Bank. Vous verrez cela à la page 22 et 23 du rapport de l'expert. Sur le point 8 de la conclusion générale de l'expert, ce dernier dit ceci. Le code QR est conforme au SWIFT original. Alors, de quoi parle alors le substitut du procureur lorsque l'expert judiciaire désigné par le tribunal tire la conclusion selon laquelle le SWIFT est authentique? Mais il n'est pas superflu de rappeler que l'expert a mené des investigations cohérentes, lesquelles ont abouti aux résultats relevés plus haut. En effet, dans ses recherches, l'expert est remonté jusqu'à l'adresse IP de la machine qui a généré le SWIFT. Nous livrons la teneur de ses recherches. Et dans le rapport, il dit, je cite, « Par ailleurs, l'exploitation du code source nous a restitué l'adresse géographique et le numéro de téléphone identifié comme étant 0044 34 57 34 53 45 comme étant le numéro de téléphone de la Barclays Bank. Pour revenir sur le fonctionnement du groupe Attijariwafa Bank, lors d'une séance de travail avec l'expert, M. Ajaka Mehdi, cadre à la cible, a informé l'expert que toutes les transactions internationales se font à leur niveau uniquement via Attijariwafa Bank Europe, qui est leur correspondant à l'international, de sorte que leurs transactions ne transitent pas par la Banque centrale BCAO. Par ailleurs, lorsque nous consultons le rapport du tracking, il ressort que la banque a bel et bien reçu les fonds. Pour preuve, à la page 28 du rapport de l'expertise, l'expert confirme l'effectivité du transfert en ces termes. Le tracking code ou code de recherche est une référence unique de bout en bout. Le code unique pour chaque transaction SWIFT permet de tracer et d'authentifier une transaction dans tout le système bancaire SWIFT. Et le tracking code, dans notre cas d'espèce, est le suivant. 34 52 87
96 52 01. Identifié dans le document A, item numéro 2 à la page 1. Et dans le document B, dans la section message. Il conclut pour dire, au regard des extraits électroniques, document A et des larges indices qui existent, il y a lieu de noter l'effectivité du transfert. Il y a lieu de noter l'effectivité du dit transfert. Alors, mesdames et messieurs, de quoi parlons-nous? Pour les personnes peu averties, lorsqu'on vous informe que votre transfert est effectif, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, dans un langage courant, que votre argent est soit sur votre compte, soit dans les livres de votre banque, et que dans un bref délai, vous l'aurez à disposition. Mieux, l'expéditeur des dits fonds n'a plus la possibilité de récupérer ces fonds par le même canal. Or, il ressort du certificat d'envoi délivré par la Barclays Bank que la compensation a été faite le 2 juin 2020 à 9h12 09 secondes. Il est donc indiscutable que la cible, la société ivoirienne de banque, a bel et bien reçu le virement de 30 millions d'euros au profit du compte de maître Assalé Tano Jean-Marie. Nous constatons au regard de tout ce qui précède que nos clients n'ont commis aucun faux, aucune infraction pénale, puisque l'authenticité du SWIFT a été confirmée par l'expert judiciaire. C'est le lieu de rappeler à l'opinion nationale et internationale que ce communiqué de presse s'inscrit dans le cadre des droits de la défense et du droit de réponse dont dispose tout citoyen lorsque ces droits sont bafoués. Le parquet et la défense que nous représentons sont des acteurs clés de la justice qui concourent à l'œuvre de justice, notamment à la manifestation de la vérité. Ce communiqué, nous tenons à le préciser, n'est pas une tribune pour refaire le procès, mais plutôt un cadre pour éclairer l'opinion nationale et internationale. Je vous remercie pour votre attention. Fait à Abidjan le 17 août 2022 par les conseils. Ok, après cette brillante lecture et ces explications de Maître Boitené, je vais faire succinctement quelques observations pour que tous soient à même de comprendre ce qui a été dit. En résumé, nous avons une procédure initiée, une plainte de la cible qui a conduit à l'arrestation, au déferment de certaines personnes. Le tribunal, dans la recherche de la manifestation de la vérité, désigne un expert judiciaire par une décision de justice. L'expert est désigné par une décision de justice, une ordonnance qui est une décision de justice. L'expert dépose son rapport d'expertise. Il s'agissait de quoi? Déterminer si nos clients ont tenté d'escroquer la cible ou pas. L'expert conclut pour dire que le SWIFT est authentique. Donc, si l'expert conclut que le SWIFT est authentique, le débat est clos dans le cadre de cette procédure pénale. À la page 21 de son rapport, voici le document qu'il produit. Pour authentifier le SWIFT, voici le code QR qui se trouve sur le SWIFT et voici le décryptage de ce code qui dit bien que le transfert de 30 millions d'euros a été effectif au niveau de la cible et il y a la date. Comme vous pouvez le constater, ce rapport d'expertise du mardi 7 juin au vendredi 8 juillet 2022. Le tribunal veut être éclairé sur une question. Le SWIFT est-il faux ou authentique? L'expert, après avoir fait tout ce travail, vous dit à vous le tribunal que le SWIFT est authentique. Nous ne comprenons pas pourquoi, après le dépôt d'un tel rapport, le CENTIF est sollicité à la date du 12 juillet 2022 par le juge chargé du complément d'information.
c'est-à-dire 4 jours après que cette expertise ait été faite, qui conclut pour dire même pas que le SWIFT est faux, le CENTIF conclut pour dire qu'il y a un doute. Le CENTIF conclut pour dire qu'elle a un doute. À aucun moment, elle ne dit que le SWIFT est faux. Quand le procureur de la République, son substitut, s'assoit pour affirmer que l'expert, le CENTIF, l'association des banques, ont tous conclu à telle chose, nous ne sommes pas d'accord avec. Vous avez constaté que depuis que cette procédure, depuis que ce dossier fait couler beaucoup d'encre et de salive, nous ne sommes jamais intervenus. Mais la sortie du procureur nous obligeait à cette sortie. Pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Si le procureur n'avait pas fait sa sortie, nous n'aurions pas fait ce communiqué de presse. Dans notre jargon à nous, on parle de parallélisme de forme. Le procureur sort, nous les conseils, nous sortons aussi. Nous disons que ce dossier sera débattu en appel. Nous expliquons simplement les comptes vérités que le procureur de la République, à la personne de son substitut, a eu à tenir sur les antennes de la télévision nationale. Nous apportons notre part de vérité. Et comme vous l'avez vu, ce sont des documents. Nous vous présentons les documents. Nous ne faisons qu'une analyse de ces documents. Le rapport d'expertise, combien de pages, conclut à l'authenticité. Quand on conclut à l'authenticité, pourquoi nos clients sont condamnés pour faux et usage de faux lorsque l'expert vous dit que ce document est authentique? Le faux se trouve où? Monsieur Hamon est condamné pour usage de faux. Monsieur Hamon n'a pas déposé le SWIFT au niveau de la cible. C'est le notaire commis par lui qui a informé aussi bien le CENTIF avant que toute cette opération ne soit mise en place. Il y a des règles dans notre pays et ces règles ont été respectées par tous les acteurs de ce dossier-là avant que le virement ne soit fait à la cible. Le CENTIF était informé que d'ici Immobilier, par l'entremise de son notaire, devait recevoir des fonds. C'est ainsi que d'ici Immobilier a reçu, dans le même cadre, 2 fois 30 millions d'euros, ce qui fait 40 milliards de francs CFA. Et c'est le recouvrement de cette somme que d'ici poursuit. Nous, en tant qu'avocats, nous sommes dans une procédure pénale. Nous avons notre part de vérité à dire dans cette procédure et nous voulons que cette procédure pénale soit menée de façon impartiale. La cible n'est pas au-dessus de la loi. Quand le procureur de la République, à la personne de son substitut, menace nos clients, nous disons non. L'infraction qu'il soulève à sa conférence de presse est une infraction personnelle. C'est à la cible de porter plainte, c'est pas au parquet de défendre la cible. Il a parlé de diffamation. La diffamation, c'est une infraction personnelle. C'est la personne qui estime être diffamée qui saisit le procureur. C'est pas le procureur qui s'auto-saisit. Donc le procureur n'a pas à plaider par procureur pour le compte de la cible. Toutes les parties sont au même niveau. La justice, c'est l'équité, l'impartialité. Même si le parquet, c'est le parquet qui poursuit, mais le parquet poursuit à charge et à décharge. Donc nous estimons pour notre part qu'il y a des choses dans ce dossier qui n'ont pas été dites. Il y a des choses dans ce dossier qui se passent. Pour notre part, nous nous concentrons sur notre procédure pénale. Et tous les éléments que nous avons portés à votre connaissance sont dans les dossiers que le tribunal a et que nous, les conseils, nous avons pour défendre notre client pour la manifestation de la vérité. Je vous remercie. Merci, monsieur le conférencier. Moi, c'est Romanique Foire de ivoire.tv.net. Maître Bali, vous n'avez cessé lors de votre intervention tout à l'heure d'insister sur le mot impartialité, impartialité. Avez-vous le sentiment que la justice n'a pas été impartiale? Parce que vous l'avez tantôt fait remarquer qu'il y a un rapport qui a été demandé par la justice elle-même. Et elle n'a pas tenu compte de ce rapport, elle est allée vers d'autres chemins
qu'est-ce qui se passe réellement? Il y a un sentiment d'impartialité dans le traitement de cette affaire? Pour notre part, nous estimons que le tribunal est impartial. Jusqu'à preuve du contraire, nous continuons de croire en notre justice. Nous avons confiance en notre justice. Il y a une décision qui a été rendue en première instance. Les voies de recours nous sont ouvertes. Nous avons fait appel le 2 août. Donc, nous allons encore plaider ce dossier à la Cour d'appel. Nous avons simplement, en parlant d'impartialité, comme vous le dites, j'ai seulement souligné des faits. Dans une procédure judiciaire, lorsque le tribunal estime avoir besoin de compléments d'instruction, il y a une procédure pour cela. On prend une décision avant d'y droit. On désigne un expert, on lui assigne des missions. À l'issue de sa mission, qu'il y ait un avis dans nos tribunaux, une décision peut être prise. L'expert a pour rôle d'éclairer le tribunal. Et par une ordonnance, cet expert a été désigné, il a fait son travail, il dépose ses conclusions. Et curieusement, on ne respecte pas le parallélisme des formes, c'est-à-dire prendre une ordonnance. Si on estime que ce rapport d'expertise ne nous permet pas de prendre une décision, on a la possibilité de prendre encore une autre ordonnance pour saisir. Mais on ne saisit pas des institutions par simple courrier. Et quelle expertise? On parle d'expertiser un document. Est-ce que l'association des banques est un expert agréé auprès des juridictions de Côte d'Ivoire? Parce que dans une procédure judiciaire, pour qu'un expert puisse être commis, pour qu'un rapport puisse rentrer en ligne de jeu dans une décision de justice, la personne interrogée doit être un expert agréé auprès des tribunaux et cours de Côte d'Ivoire. Ce qui est le cas pour cette première expertise. Le CENTIF, qui a un rôle de régulateur simplement, l'association des banquiers, Un syndicat. qui est un syndicat, qui ne peut dire autre chose, qui va à l'encontre des intérêts des membres de son syndicat. Donc nous estimons que le seul document qui aurait dû être pris en compte par le tribunal, c'est son rapport. C'est le rapport d'expertise que lui-même a ordonné. Donc j'espère qu'il n'y a pas d'impartialité dans ce dossier. Je prie Dieu pour qu'il n'y en ait pas. Partialité. Et que ce dossier soit vraiment traité comme tout autre dossier. Maître, à ce propos, pourquoi le notaire qui a reçu l'argent jusque-là n'est pas inquiété? Est-ce parce qu'il est du domaine de la justice ou bien il y a une raison particulière selon vous? Il a été inquiété. Il a été arrêté, déféré, il a fait un séjour à la MACA. Ils étaient 4 à la banque. Tous les 4 ont été arrêtés par la police économique. Tous les 4 ont été déférés au parquet. Dans la dernière décision, la décision, il a été déclaré non coupable. Il n'a pas disparu. Il a été déclaré non coupable des faits poursuivis. Et c'est M. Hamon et M. Tibili qui ont été reconnus coupables. Il y avait 4 personnes au départ dans cette procédure. 2 ont été renvoyés des fins de cette poursuite-là. Et la culpabilité de 2 est retenue. Et ce qui me laisse perplexe, c'est que l'expert dépose son rapport où il dit que le chiffre est authentique et M. Tibili est condamné pour faux, usage de faux. Donc cela veut dire quoi? Que c'est M. Tibili qui aurait fabriqué ce SWIFT-là. Mais la banque, vous avez fait des investigations. Je vais renchérir un peu. Alors, je voulais dire quelque chose quand même à la suite de mon confrère. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que, comme nous l'avons dit dans le communiqué de presse, toute la question de ce dossier tourne autour de l'authenticité ou non du SWIFT. Nous n'allons pas nous éparpiller. C'est ça. Quand le tribunal désigne un expert qui est impartial, qui a équidistant des parties, quand il donne son rapport et qu'il dit, conclusion générale, après mon enquête en toute impartialité,
je conclus à l'authenticité du shift. Premièrement, je conclus encore pour dire à l'effectivité du transfert. Alors, quand le transfert, on nous dit que le transfert est effectif, ça veut dire quoi? Que ces fonds se retrouvent sur le compte de la cible. Voici ce qui est clair. Pour nous, tout ce qui concerne les débats juridiques, nous allons les faire dans les tribunaux. Nous avons relevé appel à la cour d'appel. L'affaire sera évoquée après les vacances judiciaires. Nous allons développer tous les points de droit. Pour ce matin, pour terminer, ce que nous voulons vous dire et que l'opinion nationale et internationale doit retenir, c'est que le citoyen lambda qui nous suit, qui nous écoute, les opérateurs économiques ivoiriens qui nous suivent, qui nous écoutent, qui à longueur de journée attendent des fonds qui viennent de l'étranger et qui doivent être logés dans leurs différents comptes en Côte d'Ivoire, ils se posent des questions. Est-ce que le transfert que j'attends là va arriver effectivement sur mon compte? C'est ce problème-là que ce dossier-là pose. La sécurité financière des affaires en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour ça que nous prenons l'opinion nationale et internationale à témoin. Il faut que les choses soient clarifiées. Il faut que la vraie information soit donnée. Et c'est cette information que nous vous donnons sur la base du rapport d'expertise. Nous ne sommes pas en train d'inventer. Tous ceux qui ont besoin de tous les documents, de tout ce que nous avons dit, on va vous mettre à disposition la preuve de tout ce que nous disons. L'expert a déposé tout ça dans le dossier. Donc pour nous, c'est ça. Nous aimons tellement notre pays, nous aimons tellement la Côte d'Ivoire, qu'on a mal souvent quand certains de nos concitoyens posent des actes qui ternissent l'image de la nation. Et c'est pour ça que nous avons tenu à clarifier tous ces éléments aujourd'hui. Et nous estimons avoir donné assez d'éléments qui pourront permettre à nos concitoyens d'être davantage éclairés. Je vous remercie.